Zakweli, l'entretien de la matinale. Et ce matin, avec nous, Jamel Mekaoui, chef du service régional de l'INSEE à Mayotte. Bonjour. Bonjour. Alors, vous quittez votre fonction à Mayotte demain. C'était cette fin de semaine, je suppose, donc c'est demain, vendredi. Après 7 années de service, qu'est-ce que vous retenez de ces 7 années à Mayotte, du coup? Peut-être avant de commencer, je vais profiter de cette prise de parole pour faire quelques remerciements. Et en particulier, en premier lieu, je voulais remercier l'ensemble des agents de l'INSEE, tant en bureau et en terrain, qui au cours de cette année ont accompli un travail remarquable. Évidemment, je suis en tête d'affiche, mais il faut bien penser à toute l'équipe INSEE, qu'elle soit à La Réunion ou à Mayotte, qui a permis de produire tant de statistiques au cours de ces dernières années. Et c'est vraiment important de signaler, de souligner leur travail dans des conditions parfois difficiles. Vous voyez, Mayotte, c'est pas toujours facile. Et en particulièrement, nos agents de terrain sont en permanence sur le terrain dans tous les territoires de Mayotte. Et évidemment, vous pouvez imaginer que ce n'est pas très simple, en tout cas beaucoup moins simple que dans beaucoup d'autres territoires de la République. J'en profite aussi pour remercier les partenaires publics avec qui on a pu collaborer. Alors au début, c'était pas facile. J'ai regardé l'INSEE avec une grande méfiance. Et au fil du temps, à force d'échanges, de discussions, on a réussi à échanger, à discuter et même à nouer des partenariats. Donc c'est important de dire que l'officialisation de cet échange qui s'est bien passé a conduit à de nombreux partenariats. Et je pense à l'un qui, pour moi, est assez symbolique, celui qu'on a diffusé en juillet sur les projections de population avec le CESEM, qui est un acteur local d'importance et qui était pour nous une forme d'acceptation de la majorité de l'INSEE, quelque chose qui était vraiment, vraiment très, très important. Pour revenir un peu sur le sujet de la statistique, après ces préalables, c'est difficile de faire une synthèse, de dire qu'est-ce qu'on retient, il y a tellement de choses. Moi, je dirais de manière assez importante, ce que je retiens en premier lieu, c'est l'importance sur un territoire comme Mayotte d'essayer de bien éclairer le débat public pour que les actions de politique publique soient le plus cohérentes avec le territoire. Vous voyez, on a pas mal de difficultés quand même, il ne faut pas le nier. On n'a plus d'eau, on a des délinquances en ce moment. Et il est important, et je pense que c'est notre rôle premier, d'expliciter ou d'éclairer à travers des statistiques les réalités du territoire pour que les politiques publiques puissent se caler. On n'est pas dans un territoire qui ressemble aux autres territoires de la métropole, même si c'est la France. Et en particulier, le fait que 40% de logements soient en tôle, que 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, que la moitié de la population soit étrangère, que la moitié de la population soit mineure, doit nécessairement induire une réflexion complémentaire ou un calage complémentaire. On ne peut pas appliquer une politique publique nationale sans un minimum de calage et de réflexion pour qu'elle soit pertinente sur le territoire. Est-ce qu'il y a des chiffres particuliers qui vous ont interpellé durant les 7 ans, des chiffres qui ont peut-être suscité une curiosité particulière ou peut-être une surprise? Tout est surprenant à Mayotte. Tout. Vraiment. Dire que au démarrage, on a besoin de se faire une identification et c'est pour ça qu'on a sorti une synthèse pour pouvoir avoir tous ces éléments de contextualisation. Et pour moi, c'est difficile de vous répondre parce qu'en fait, dire qu'un chiffre est plus intéressant, plus surprenant qu'un autre, c'est faire presque un choix politique. Tous les chiffres sont parlants à Mayotte. Un territoire où 48% de la population est étrangère, c'est une singularité particulière. Le taux national est de 6%. On est bien au-dessus de la Guyane. Un territoire où 77% de la population vit dans la pauvreté et 40% dans l'extrême pauvreté, dans un territoire français, constitue aussi une singularité très forte du territoire sur lequel un regard doit être appuyé. Et le chiffre qui a été beaucoup repris nationalement, ça fait au-delà de ce qu'on peut penser, c'est le fait qu'encore aujourd'hui, 40% de logements sont en tôle et 3 logements sur 10 n'aient pas accès à l'eau à l'intérieur du logement. Justement, puisque vous parlez de ces investissements ou ces non-investissements, est-ce que vous avez l'impression d'avoir permis aussi, au niveau national, de voir une certaine réalité mahoraise? Il y a deux enjeux pour nous. Évidemment, il y a la question du débat public local, où chacun doit débattre, s'appuyer, parfois contester nos résultats. Ça fait partie du jeu. Mais je pense qu'encore de manière plus importante, c'est l'objectivation au niveau national qui est importante. Vous voyez, là, on est en plein problèmes sociaux. Donc, le dire, c'est une chose. Mais quand vous regardez notre synthèse, en fait, on peut le lire à travers. Tous les indicateurs que l'on fournit sont des indicateurs qui démontrent plutôt que la situation du territoire nécessite un regard particulier. Et le fait de pouvoir l'objectiver, c'est ça notre sens profond,
de l'objectiver et de porter un message qui fait consensus, on va dire, entre les autorités locales et nationales, doit permettre une meilleure prise en compte et considération du territoire de Mayotte. Alors, une autre question, parce que vous venez de rappeler, Henri vient de le rappeler, que vous êtes resté 7 ans. Ça vous a permis, selon moi, d'apprécier et beaucoup plus en profondeur certains paramètres pour faire votre travail ici. Est-ce que vous dites que, là je suis sûr que vous n'allez pas me répondre, mais j'ose y aller, si certains chefs de service de l'État pouvaient rester dans un laps de temps aussi grand, on pourrait mieux apprécier la situation de Mayotte? La question en fait qui est derrière, c'est la pertinence du propos. C'est-à-dire qu'évidemment, on met un petit temps pour être pertinent par rapport aux questions qui se posent. Et évidemment, le temps est un facteur. C'est-à-dire que les premiers mois, on est un peu dépassé par les réalités du territoire et il y a un temps de compréhension. Et il est vrai qu'un turnover excessif, un changement excessif si les personnes font correctement leur travail, est nécessairement un point défavorable pour le développement du territoire. Une question de Bruno Minas. Maintenant que vous partez, vous pouvez nous dire la vérité. Combien d'habitants y a-t-il à Mayotte? Parce que personne n'a vraiment cru à ces 256 600 habitants. Oui. Non, je ne veux pas vous faire un scoop. Non, cette polémique est assez ennuyeuse, elle est récurrente. Depuis que je suis le début, j'ai l'impression de radoter, même de devenir un peu vieux. Non, je pense qu'en fait, il y a une mauvaise compréhension. Je ne vais pas vous refaire tous les arguments classiques, mais on était vraiment en 2017 à 256 000 habitants. Et en fait, la difficulté, c'est que comme on a des difficultés à gérer la population actuelle, que vous voyez, il n'y a plus d'eau, qu'il y a des problèmes de délinquance, qu'on a l'impression que le territoire est saturé, et qu'on ne dit pas l'inverse, on met la faute sur l'évaluation. Moi, je ne dis pas ça. Je dis que la population a doublé en 20 ans. Pendant ces 20 ans, quels ont été les investissements qui ont permis de permettre ce doublement de population? Si aujourd'hui, par exemple, on a des coupures d'eau, c'est parce qu'au cours des dernières années, dans un contexte de forte croissance démographique que l'on a éclairé, avec une croissance de 4% par an, on n'a pas investi ou on n'a pas porté suffisamment d'investissements supplémentaires pour compenser ou pour apporter des ressources à cette population nombreuse, que l'on éclaire, qui vient sur le territoire ou qui naît sur le territoire. Alors, l'INSEE estime qu'en 2050, il y aurait à Mayotte entre 440 000 et 760 000 habitants, selon différents scénarios étudiés. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, ou est-ce qu'on a estimé alors du coup la population en 2020, 2021 à travers vos calculs? C'est possible et on a une idée de ce chiffre? On a des estimations intermédiaires. Au 1er janvier 2020, l'estimation publiée elle est 280 000 habitants. Mais ce n'est qu'une estimation. C'est important de dire qu'on n'a pas fait un travail aussi conséquent que pour le recensement. Et pourquoi on a fait cette projection que vous évoquez? C'est parce que souvent à Mayotte, en fait, on est dans un temps court. Vous voyez, on a tellement de problèmes au quotidien qu'en fait, on a du mal à se projeter ne serait-ce qu'à 5 ans. Et je pense que c'est une vraie faiblesse, en fait, politique du système. Il est obligatoire pour un territoire de construire pour l'avenir. Prenons par exemple les constructions scolaires. On ne construit pas les écoles pour l'année prochaine. Les écoles que l'on construit à un moment donné, c'est des écoles qui doivent servir encore dans 20 ans. Quand vous construisez un hôpital, l'hôpital, il n'est pas pour demain. L'hôpital, il doit servir encore dans 20 ans. Et le fait de dire que, je dirais, même dans le scénario le plus optimiste, on arriverait malgré tout à une croissance de population conséquente, et dans le scénario de flux tendu, un triplement de la population, ça doit alerter les différents décideurs publics, les politiques publiques de manière générale, sur les besoins induits par la démographie du territoire. Du coup, la question, est-ce que vous avez l'impression que les autorités, d'une manière générale, prennent en compte ou prenaient en compte vos estimations pour investir, pour se projeter ici à Mayotte? Moi, quand je suis arrivé donc en 2013, on était très attaqués, on nous disait, même par l'Europe, on disait il manque de statistiques. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait notre travail et que le diagnostic, parce que c'est notre rôle, le diagnostic du territoire a été réalisé. Maintenant, il y a un temps d'appropriation, mais on voit quand même que dans les messages qui sont portés, ça change. Maintenant, il faut être vigilant à ne pas toujours retomber dans l'urgence. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des urgences tous les jours à Mayotte, et on doit toujours avoir deux regards. Un regard évidemment de gestion du quotidien, parce que l'urgence du quotidien, elle doit être gérée,
Mais on est en devoir, et ça c'est le sens des politiques publiques, d'avoir un regard un peu prospectif pour permettre de ne pas retomber systématiquement dans les mêmes travers. Alors, il y a un chiffre également qui interpelle beaucoup, c'est le nombre de naissances ici à Mayotte, 9 700 en 2019. On est toujours autour de entre 7 000 et 10 000 à peu près naissances chaque année, qui fait de Mayotte la plus grosse maternité de France et même d'Europe, etc. On s'était pas mal posé des questions sur l'effet de l'amendement Tani. Est-ce que dans les statistiques de l'INSEE, vous avez pu mesurer, ou est-ce que c'était encore trop tôt, sur l'effet de cet amendement sur les naissances à Mayotte? Alors, je vais dire entre 7 et 10 000, il faut savoir, non. Oui. Le message, c'est plutôt entre 2003 et 2014, on était entre 7 000 et 7 500 naissances. Mmh. Donc, les politiques de maîtrise de la fécondité, typiquement l'un des trois basses, avaient globalement fonctionné. Et depuis quelques années, depuis 4-5 ans, on a changé de règle. On est désormais entre 9 et 10 000, avec le chiffre haut qu'on a connu, 9 800 naissances, et c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Mmh. On ne s'attendait pas à ce qu'un territoire où naturellement on a entre 7 000 et 7 500 naissances, désormais soit sur un autre critère et qu'on soit plus proche des 10 000. Donc un changement radical porté essentiellement par les femmes étrangères, singulièrement des Comores, qui ont augmenté leur fécondité de 2 000 naissances. Et pour le coup, sur cette première année, les conséquences de l'amendement Tani ne sont pas directes. Mmh. On ne voit pas un effet direct induit de cet amendement. Il faudra un peu bien suivre à moyen terme, parce qu'il n'y a pas forcément des conséquences automatiques. Quelles sont les conséquences de cet amendement? Avec la petite difficulté, c'est c'est un peu subtil, c'est-à-dire que l'amendement Tani doit porter conséquence sur des femmes, sur la nationalité d'un enfant dans 18 ans. Donc c'est quand même très théorique, hein, ça veut dire que c'est pas très immédiat. Donc c'est difficile de savoir comment cet amendement est perçu par les populations concernées. À quoi devrait-on s'attendre dans les prochaines années sur les études de l'INSEE à Mayotte? Il devait y avoir, entre autres, une campagne annuelle maintenant de recensement sur le modèle de la France métropolitaine. Mais sur quoi est-ce que l'INSEE va plutôt orienter ses études? Est-ce qu'il y a une commande spéciale par rapport à l'évolution de ce département? Alors, tous les sujets sont importants, mais il me semble, en dehors du recensement qui arrive et qui va porter ses fruits un peu plus tard, qu'on a un travail important et on commence à avancer beaucoup sur ce sujet-là, sur l'éclairage de la question économique. Alors, on a beaucoup parlé de démographique et social, et c'est le sujet qui intéresse le plus à Mayotte, mais de mon point de vue, il me semble que du coup, on met un peu de côté, alors nous on en parle de manière équivalente, mais c'est pas comme ça que c'est repris, on met un peu de côté l'aspect économique. On est sur un territoire où une personne sur 3 simplement âgée de 15-64 ans est en emploi, où on a une croissance de richesse du secteur privé qui est faible, et il me paraît évident que la question du développement économique, du développement de l'emploi, doivent être des questions plus centrales dans le débat public. Et comment comprendre que depuis 2012, la vie s'est dégradée à Mayotte dans les villages où la croissance démographique a été, par exemple, très forte. L'habitat, vous le dites tout à l'heure, en tôle, a beaucoup progressé. C'est parce qu'il n'y a pas eu du tout d'investissement à la hauteur de la population qui s'installe à Mayotte? On a très clairement et sans embâche fait le lien avec les questions migratoires. Donc on a d'un côté une migration de plus de 32 500 venus d'étrangers, singulièrement des Comores, et un départ massif aussi des natifs de Mayotte vers la métropole à La Réunion. Et donc assez mécaniquement, le départ des natifs de Mayotte et l'arrivée des natifs de l'étranger, singulièrement des Comores, a conduit à un maintien de la paupérisation du territoire. Alors, je voudrais revenir un peu sur la consommation. Le fameux panier de la ménagère, depuis comment ce panier a évolué depuis durant votre séjour ici à Mayotte? Là, on est vraiment dans le côté de Mayotte avec sa séparation importante. On a la population pauvre, très importante, qui continue à vivre dans des conditions de vie très difficiles et dont le panier de biens est essentiellement marqué par de l'alimentation de première nécessité, riz, bœuf, poulet. Et dans le même temps, on a une population qui représente à peu près 20%, qui a développé d'autres moyens
qui est un peu plus riche que par le passé et qui aujourd'hui consomme de l'automobile, du transport et qui converge dans sa consommation vers des standards plus ultramarins ou métropolitains. Donc, ce qui est particulier sur le territoire de Mayotte, c'est que avec les phénomènes migratoires, avec aussi l'enrichissement d'une partie de la population, on voit qu'il y a une scission plus forte que par le passé sur les modes de vie et sur les revenus disponibles des différentes populations. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas le développement d'une classe moyenne qui porterait quelque part l'économie? On a ça, on a une classe moyenne et on est sur un système, en fait on a un indicateur d'inégalité qui est le plus prononcé de France. Avec des populations très pauvres d'un côté et des populations pas très riches, n'exagérons pas, mais des populations qui, en particulier sous le lien de l'indexation à des fonctionnaires, a augmenté son pouvoir d'achat au cours des dernières années. L'alimentaire est environ de 40% plus cher qu'en métropole. Cela veut dire que certains Mahorais, en tout cas, certains habitants de Mayotte, n'ont pas accès ou n'auront jamais accès à la même nourriture que les métropolitains. Et puis, est-ce que cela veut dire également que la population ici consomme vraiment différemment et consomme plutôt des produits de base au niveau local? Très, très exactement. C'est-à-dire que le fait que les prix soient globalement plus chers, et particulièrement sur l'alimentation, renforce en fait la consommation autour de 3 grands axes: riz, bœuf et poulet. Donc on a cette chose qui n'a pas beaucoup évolué, surtout pour les populations pauvres, qui en fait ne sont pas dans la capacité de diversifier leur consommation, singulièrement leur alimentation. Et donc ça, c'est un constat. Est-ce que vous avez fait également des statistiques sur la consommation des produits, manioc, banane, etc. On l'a intégré, oui. Oui. Que ça c'est un complément. Comme c'est un petit peu moins cher monétairement que le reste, ça compte un petit peu moins, mais évidemment, c'est très important aussi. Et on voit vraiment 2 populations. On a une population qui est dans l'obligation de consommer des produits de première nécessité et une population qui peut acheter des voitures de meilleure gamme. Donc cette question de séparation du territoire, tant géographique, tant spatial que sociétal, c'est des questions qu'il faut regarder avec grand intérêt et qui peuvent être aussi génératrices de problèmes sociétaux importants. 5300 entreprises informelles ou inconnues de l'administration fiscale, c'est énorme pour un petit territoire comme Mayotte. Et est-ce que au niveau chiffre d'affaires, ça représente quelque chose d'important? Alors, on est vraiment en lien avec cette question de la pauvreté, avec beaucoup d'entreprises informelles. Donc, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises. En revanche, elles contribuent peu aux résultats économiques. C'est moins de 9% du PIB du territoire. Donc, ça compte peu dans l'économie, au niveau agrégat, mais en revanche, ça permet la subsistance d'une grande partie de la population.